Nous nous retrouvons ici une fois de plus avec M. Bruno Katumpa, qui est cadre de l'IDPES, bien connu ici en Afrique du Sud. IDPES, quand je parle d'IDPES, je parle d'IDPES Afrique du Sud, où il est plus actif dans les cadres de l'IDPES. Et il a en même temps encore une organisation aussi, un mouvement aussi qui est plus actif ici, en Afrique du Sud. Et c'est une structure qui se nomme Mouvement Congo MCP. MCP, voilà. Bruno Katumpa, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut présenter aujourd'hui. Il est connu au niveau de l'Afrique du Sud pour avoir mené beaucoup des actions ici en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, M. Bruno, je vous salue d'abord. Salut à vous, M. Victor. Oui, nous avons aujourd'hui une situation qui nous dérange. Surtout nous, la diaspora qui habite en Afrique du Sud, lorsque les gens nous appellent, nous posent beaucoup de questions par rapport à la situation politique actuelle de notre pays et aussi avec l'accord de Washington. Et comment vous voyez cette situation? Nous avons la situation sécuritaire de notre pays, nous avons aussi la situation politique de notre pays, et avec l'accord qui arrive. Comment vous arrivez à concilier exactement l'accord, comment cet accord peut plutôt avoir de l'impact sur le plan sécuritaire et sur le plan politique? Si vous me posez la question sur l'accord, je m'en vais rapidement vous dire ceci. Je pense que c'est un moment historique, une opportunité pour notre pays pour saisir l'avenir avec beaucoup d'espoir et de courage. Parce qu'il y a eu des pays qui ont émergé des guerres et des crises comme cela a endeuillé notre pays. Je parlerai de l'Allemagne, on peut parler du Japon, du Vietnam. Ce sont des pays qui avaient subi vraiment le drame des guerres. Nous pouvons parler aussi de l'Angola, ici, un pays voisin. Mais cela n'avait pas pour autant mis fin à l'espoir de bâtir un pays prospère comme nous les connaissons aujourd'hui, si je parlais du Japon, et de l'Allemagne et même de l'Angola, du Vietnam, s'il faut citer que cela. Donc il y a une opportunité pour moi derrière cet accord et je suis vraiment optimiste sur l'avenir, bien que il y a des gens qui ont un avis contraire, ils ont droit à leur opinion. On parle de 500 milliards de dollars qui seront mis en jeu. Ce n'est pas une mince affaire. Nous pouvons comparer ça au plan Marshall qui avait bénéficié l'Allemagne après la guerre mondiale. Bon, on peut citer d'autres pays comme, je ne sais pas, le Japon. Quel est le chiffre qui avait aidé à reconstruire le Japon et à préparer son économie à cette explosion qu'on a connue? Bon, et je peux dire que avec cet engagement-là, contrairement à ce que les gens disent, on aura bradé nos mines, mais nos mines, nous ne savons pas les exploiter nous-mêmes. Nous avons besoin des fonds extérieurs. Nous avons besoin d'investissement. C'est peut-être la mise en valeur. Là, on peut se demander si tout sera mis en œuvre pour pouvoir bénéficier le Congolais et bénéficier l'État et le gouvernement congolais, le peuple congolais. Nous devons nous y mettre parce qu'il y a eu beaucoup de projets avec le Congolais dans le passé. Objectif 80. Nous avons eu beaucoup de projets qui avaient été, n'est-ce pas, mis à pied à cet effet. Je crois que l'occasion d'abord de retrouver la paix, c'est déjà quelque chose gagné qui peut alors aider la relance de tous ces projets économiques. Sans la paix, ça sera difficile parce que le Rwanda a exploité l'anarchie, le chaos pendant la guerre pour nous priver de ces richesses-là, des revenus de ces richesses. Bon, alors, si aujourd'hui, avec cet accord, nous obtenons la paix à l'Est, le Rwanda se retire, on aura beaucoup gagné. Parce qu'alors, dans la paix, on pourra maintenant bénéficier de ces investissements pour développer ces coins-là. Non seulement pour les Congolais, mais pour la région, comme on est en train de le dire, il n'y a pas de problème à envisager les choses dans ce sens-là.
Donc, si nous avons les gens qui autrefois soutenaient dans le noir le Rwanda, mais si nous les avons engagés directement avec le Congo, je pense que c'est une grande victoire pour le peuple congolais qu'il faut célébrer, plutôt que voir ça comme un bradage, comme certains le disent déjà. J'ai suivi dans les réseaux sociaux l'intervention de je ne sais pas, le prêtre, l'évêque de Fulgence Moteba. Voilà. Donc voilà un peu mon opinion sur ça. Je pense que c'est une opportunité qu'on doit saisir et nous devons nous mettre au travail pour mettre les structures en place afin de minimiser la corruption ou la corruption ou la mégestion, et que les Congolais puissent se mettre vraiment au travail. Parce que, écoutez, dans les 7 ans déjà, avec M. Félix, notre président, nous avons quand même vu la réalisation de certains grands projets. Et nous devons alors dire, avec la paix, nous pouvons faire plus que ça. Parce que la guerre nous a mis dans une certaine distraction, une diversion d'énergie et de moyens. Donc nous aurons assaini les moyens en mettant fin à cette guerre. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de... Les gens... détournement. Oui, les gens s'alarment beaucoup autour de la question de corruption. J'aimerais attirer l'attention de l'opinion publique que, contrairement au gouvernement précédent, je trouve qu'il faut quand même donner du crédit au gouvernement actuel, au régime Tshisekedi, parce que jamais dans l'histoire de notre pays, on a connu autant d'acteurs politiques qui ont été mis en prison. Je peux parler de Kamere, je vais vous parler de Moutamba, le jeune Moutamba. Arrêté, mais après. Bon, il est toujours en prison. Moutamba est toujours en prison. Et l'arrestation de plusieurs généraux qui ont été impliqués, c'est pas dans les corruptions ou dans la trahison. Nous n'avons pas connu ça. Il y a beaucoup d'autres politiciens qui n'ont pas été arrêtés pour des raisons politiques, comme c'était le cas avec les Franck Diongo, le monsieur de Mouyambo, et beaucoup d'autres, même qui... John Chibanguko aujourd'hui, on a encore ramené en prison, et nous avions les gens comme c'est qui encore Monine là. Nous avons beaucoup d'arrestations arbitraires et politiques dans le temps. Mais nous n'avions pas d'arrestations à cause des faits de corruption. Et il faut célébrer ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une preuve que nous avons une certaine ouverture qui permet de dénoncer les malfaiteurs et de les traduire en justice, ce qui était impossible avant, parce que les gens craignaient pour leur vie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, nous avons sur la place publique, l'opinion publique, on parle de Banda et Guy Luando, mais ça, ce sont des choses qui étaient impossibles dans le temps. Si vous osez, mais vous ne pouvez même pas oser. Mais aujourd'hui, cela est possible de dénoncer de tels méfaits. Vous voyez, Mata Tamponyo avait été même traduit en justice, il a pu vite. Mais ce n'était pas le cas avec Kabila. Mais c'est que les gens disent que... Bon, donc, c'est-à-dire, nous avons IGF qui s'est mis au travail pour ça. Nous pouvons donner quand même un peu de crédit parce que c'est un pas, mais c'est quand même un pas que ne pas avoir un pas du tout. Oui. Donc, nous avions commencé à marcher dans un bon sens. Si avec l'accord et les moyens qui seront donnés au Congo, nous pouvons faire davantage, moi je pense qu'il faudrait encourager le gouvernement. Oui, nous sommes habitués à Kagame qui, lui, c'est l'homme, c'est le criminel qui est en train d'accuser les victimes,
qui les accuse de n'importe quoi. Lui, il est l'homme saint, il est l'homme propre, il n'est pas menteur, il accuse tout le monde de menteur, alors que nous savons que lui, il est spécialisé dans le mensonge. Il prétend une chose et il fait autre chose. Qui est le premier déjà de violer cet accord? Oui, c'est parce qu'il a vu qu'il n'y a pas de mécanisme de contrainte. Non, c'est peut-être parce que aussi il a vu que l'accord va le mettre dans une difficulté. Il ne pourra plus continuer à faire ce qu'il avait toujours fait et il fallait profiter vite avant que cet accord ne soit vraiment exécuté pleinement pour gagner du terrain. Ça, c'est l'erreur fatale de guerre. Vous savez, il y a eu de telles situations dans le temps. Hein. Nous avons eu en Angola quelqu'un qui était le bras droit des Américains pendant la période de la guerre froide, oui. De Savimbi. Tous nous connaissons l'histoire de Savimbi. Mais écoutez, Savimbi pensait qu'après les accords de Luanda, les accords avec NATO et tout ça, il pouvait continuer à faire l'aventure et être soutenu par les Américains. Eh bien, ce n'était pas le cas. Et Savimbi avait commis l'erreur fatale. Je pense qu'il faut aussi rappeler cela à l'opinion publique. Beaucoup de gens ont minimisé cet accord en disant, écoutez, Félix, avec son gouvernement, ils ont commis une erreur fatale parce que c'est l'Amérique qui est derrière Kagame. Vous comprenez? Mais moi, j'avais des raisons. Je me disais, est-ce que vraiment les États-Unis vont lâcher Kagame? Bon, mieux vaut prendre ces risques-là que ne rien faire. Et le risque que Félix a pris en signant cet accord, aujourd'hui, nous permet d'entendre les Américains réagir violemment contre Kagame et accuser le Rwanda d'avoir agressé le Congo. Spécifiquement mentionner le Rwanda comme le pays agresseur. Ce qui n'était pas possible avant. Alors, il faut aussi voir dans le contexte mondial, de la politique mondiale, Trump n'est pas le pro-mondialiste, il n'est pas le les multinationaux qui sont en train de financer ces guerres-là. Vous savez qu'il a même failli perdre sa vie avant même qu'il puisse entrer en exercice. Parce que Trump, déjà, on voyait avec son arrivée au pouvoir la guerre contre les globalistes et les multinationaux. Mais je pense que cela a été mis à l'épreuve et la réaction de Trump, aussitôt que Kagame a attaqué Uvira, a été à la grande satisfaction de tout le monde. Il n'a pas été passif, donc il n'a pas été prêt à laisser Kagame continue avec ses aventures. Il y a des gens aussi qui utilisent cet argument pour pouvoir minimiser ou ridiculiser cet accord en disant que Félix s'est jeté dans les bras du loup, les Américains ne vont rien faire, ils ne vont pas nous protéger, tout ça. Je vais vous donner le cas d'Israël. L'État d'Israël, il n'y a pas d'armée américaine qui intervienne directement du côté d'Israël. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont donné tous les moyens politiques, militaires à l'Israël. S'il y a un pays qui bénéficie aujourd'hui de la logistique militaire américaine, c'est Israël. Mais qui peut jouer avec Israël? Si nous pouvons aussi bénéficier du même soutien, où nous avons la logistique et, n'est-ce pas, les moyens mis à notre disposition pour reformer ou réorganiser cette armée, mais je ne vois pas comment on pourra échouer. Nous avons connu cette situation. Le Congo, c'est un pays avec des grandes frontières, vous savez. Jamais le Congo n'a fait face aux agresseurs seuls. Vous vous rappelez, il y avait les guerres de 80 jours, guerres de 60 jours. Les Français sont venus, les Tchadiens sont venus, les Égyptiens sont venus, les Marocains sont venus chez nous. Donc la diplomatie joue toujours un plan de première position au Congo. Donc, sans diplomatie, le Congo seul, face au monde, nous savons que c'est un pays qui est, n'est-ce pas, exposé à la convoitise du monde entier. Donc, il nous faut plus que les moyens militaires. Ça veut dire, au-delà des moyens militaires, il nous faut aussi des moyens diplomatiques. Comme cela est en train d'être réalisé. Et je soutiens pleinement cette démarche. Sur le plan politique, nous voyons cet réalignement avec
ce dont d'aucuns parleraient avec le multilatéralisme. Mais ce n'est pas immédiatement que nous allons assister à un affaiblissement des États-Unis en tant que puissance militaire et économique. Ça aura des effets, mais ce n'est pas des effets immédiats. Et je pense que nous, le Congo, nous aurons à bénéficier pendant un temps de cet accord de États-Unis-Congo. Tant que les États-Unis seront encore, qu'ils deviennent deuxième puissance mondiale, ou ils restent première puissance mondiale, mais avec beaucoup de concurrents. Mais je pense que l'Amérique, ce n'est pas un pays qui tombera en faillite et dans une faiblesse qui les rendra incapables logistiquement et militairement ou économiquement de soutenir un pays comme le Congo. Ils l'ont fait pour d'autres pays comme le Japon. Après la guerre, le Japon a émergé comme une deuxième puissance économique. Ils l'ont fait pour l'Europe avec le plan Marshall. Pourquoi pas pour le Congo? Pourquoi est-ce qu'on doit s'aimer le doute dans les chefs des Congolais? Bon, alors, vous aviez parlé de la corruption. Moi, je pense que nous avons un problème avec l'élite congolaise et les leaders congolais. Parce que quand vous parlez de corruption, vous semblez limiter ça au détournement des deniers publics. Mais il y a aussi la corruption morale qui fait que les gens sont dans un système, qui est la cause principale des malheurs et du débâcle. Mais ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont dans ce système. Au lieu de reconnaître ce système et de travailler contre ce système pour sortir le pays de cette corruption morale qui a fait du Congolais un leader qui a lâche, qui a abandonné même avant même de engager dans cette guerre, de s'engager dans cette guerre. Je vais vous donner l'exemple. Bon, dites-moi, quand le Rwanda nous attaque, vous avez des leaders religieux qui vont au Rwanda, qui ne sont pas capables de dénoncer, de pointer du doigt l'agresseur qui est Kagame. Vous pensez vraiment qu'on peut donner du crédit à de telles personnes? Non. Voilà à qui est la faute. Est-ce que c'est à cause de la corruption ou de détournement des deniers publics, comme vous semblez le dire? Non. Mais c'est une question d'abord morale, où vous avez des gens qui font allégeance à un système qui est à la base de notre drame. Quel est le système? C'est le système des globalistes et des multinationaux qui soutiennent Kagame, qui soutiennent l'Église catholique, qui donnent beaucoup de moyens même à l'opposition chez nous, et les gens acceptent. Ils ne veulent pas reconnaître que c'est ce système qui nous a mis dans cette situation et qui a rendu l'homme congolais corrompu parce que maintenant, nous avons perdu tout espoir. Et maintenant, c'est sauf qui peut. Donc, les gens veulent se servir vite parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Et qu'est-ce qui a causé cet état de choses? Mais c'est un système qui a, au lieu de négocier directement avec les Congolais, comme cela est le cas aujourd'hui, ils ont préféré négocier et travailler avec Kagame, nous faire la guerre et causer la mort à des millions de personnes. Est-ce qu'il ne veut pas réorganiser l'armée? Moi, je pense que oui, il veut organiser l'armée. Mais nous sommes dans une situation où nous avons hérité d'abord d'un passé où l'agresseur avait réussi à entrer dans nos institutions. Il y a toujours un début à chaque chose. Maintenant, nous avons l'accord et nous avons mis fin. Et d'ailleurs, avec ça, vous avez entendu, après l'agression de la prise d'Ovira, comment la position des États-Unis est devenue ferme. Plus que jamais, plus qu'avant, les États-Unis pointent du doigt le Rwanda comme pays agresseur et demande au Rwanda de retirer ses troupes du Congo. Et il donne même un ultimatum. Eh bien, c'est quelque chose à célébrer. Nous ne vivons pas dans l'illusion. La force, soit-elle militaire ou politique, ça se construit, ça se bâtit avec le temps. On ne peut pas réaliser cela en un jour.
si nous tenons compte de l'histoire de notre pays, il y a eu des efforts déjà avec le président Félix pour essayer de doter cette armée, mais malheureusement, c'est l'opinion publique qui constate que bien que le président a mis à la disposition de cette armée beaucoup de moyens, mais il y avait encore beaucoup de gens qui n'étaient pas loyaux à cette armée-là. Mieux vaut identifier les lacunes et les problèmes et pouvoir y trouver des solutions que être dans une illusion que nous avons une armée forte. Maintenant que nous constatons le mal, ça serait vraiment irresponsable si le président Félix continuait à ne pas s'investir sérieusement pour n'est-ce pas, renforcer et réorganiser notre armée. Je crois qu'avec l'accord, et vous savez, j'étais en train de parler de corruption ici, je disais, mais nous avions un système qui a corrompu tout un État. Et l'armée n'était pas à l'abri. Parce que vous aviez toute cette agression et toute cette corruption était aussi entrée au cœur de notre armée. Elle n'avait pas épargné l'armée du tout. Maintenant que nous faisons ce constat malheureux des effets, des conséquences de ce système qui a poussé même le Congo à accueillir dans notre armée des étrangers qui travaillent pour le compte d'un pays agresseur, voisin. Mais si aujourd'hui nous avons la force de constater que c'est le cas et nous devons vraiment nous libérer de ça, mais quand vous parlez des armées qui ont des nationalités différentes, mais ce sont des pays très développés, économiquement et militairement, qui peuvent avoir des moyens qui minimisent de tels risques, de tels dangers. Vous pouvez parler des États-Unis où il y a tout le monde là-bas. L'Afrique du Sud. Bon, oui, mais je vous donne le cas des États-Unis, n'allons pas loin. Mais si vous vous déclarez ennemi des États-Unis, vous ne pouvez pas être dans l'armée. Si vous vous réclamez, par exemple, vous dites que bon, moi, je suis américain, mais d'abord je suis rwandais, et vous vous battez pour le Rwanda au lieu de vous battre pour l'Amérique, eh bien, vous ne serez pas dans l'armée. S'il y a un pays qui exige de manière inconditionnelle la loyauté, ce sont les Américains. Donc, que vous ayez une origine étrangère, mais une fois que vous vous retrouvez dans ces institutions là-bas, vous êtes obligé de vous plier à cette exigence-là. Eh bien, il faut que cela soit le cas chez nous. Mais chez nous, nous avons un système qui a continué à nourrir, défendre cette corruption-là, cette infiltration. Quand vous voulez attaquer ces gens, c'est l'Europe. C'est même les États-Unis dans le temps qui défendent de telles aberrations. Nous continuons à avoir, pendant les 6 ans, les 7 ans, des supplétifs de M23 dans notre armée, des supplétifs du Rwanda dans notre armée. Et il y a des gens qui font campagne pour que cet état de choses continue, alors que vous avez, si pas dans la politique, même dans l'armée, des gens qui font allégeance. Mais ça va continuer. Et tout cela ne va pas continuer, parce que l'opinion publique est témoin. Maintenant, de combien de généraux on arrête, on met en prison, parce qu'ils ont vraiment trahi le pays. Le pays. Ils ont manqué la loyauté. L'opinion publique est témoin de ce qui est en train d'arriver. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre ce développement dans un sens positif. C'est un obstacle, mais l'obstacle donne aussi des opportunités pour corriger les erreurs. Donc, toutes ces erreurs, toutes ces déviations qui existaient encore dans notre armée, maintenant, avec le temps, qui a révélé, si vous voulez parler d'un autre mandat qu'il faudra donner au président de la République, je suis le premier à soutenir cela. D'ailleurs, je suis je soutiens inconditionnellement, ou je soutiens la révision constitutionnelle. Parce que la constitution que nous avons, c'est une constitution héritée
de la rébellion qui avait fait la guerre contre nous, qui nous a imposé sa façon de voir les choses. Notre opposition, malheureusement, avec les réalités telles qu'elles se révèlent aujourd'hui, elle fait partie du problème parce qu'ils ont été soutenus par ce système qui nous a fait la guerre. Ils continuent à être soutenus par ce système-là qui a soutenu Kagame. Ils n'ont jamais voulu accuser Kagame, les prêtres et l'opposition. Tous, ils vont dans la même direction. Donc, nous avons un problème sérieux. Voilà la véritable corruption. Ça, c'est la lâcheté et la trahison. Avant d'accuser l'armée, mais accusons d'abord nos prêtres ici et l'opposition qui fait allégeance aux agresseurs. Et ça, c'est vraiment une... Je ne sais pas comment expliquer ça. Nous voulons que l'opposition abandonne son allégeance au Rwanda, aux globalistes qui financent le Rwanda et qui les financent. Qui finance aussi l'opposition. Qui finance l'opposition. Ah, okay. Donc notre opposition est financée, défendue par cette communauté internationale, par les multinationaux, par les globalistes. Non seulement notre opposition, même les religieux comme l'Église catholique. Mais c'est ça le drame dont nous souffrons. Donc, vous prenez le contexte de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que si l'Afrique du Sud, quelqu'un comme Nelson Mandela, Desmond Tutu et une autorité religieuse n'avaient pas pris la position qu'ils avaient prise pour dénoncer la communauté internationale, le système qui avait financé l'apartheid? Donc ils ont accusé les Américains, ils ont accusé les Anglais, ils ont accusé l'Europe et ils demandaient que les sanctions viennent de l'Europe et des États-Unis. Et ils ont réussi. Mais écoutez ce que l'opposition fait. Ils ne demandent jamais des sanctions contre le Rwanda. Ils disent que le problème est interne. Vous vous imaginez? Ça, c'est la trahison, ça. On nous attaque. Et ces guerres ont fait 20 millions de morts. Au lieu de pointer du doigt l'agresseur, ils disent que c'est un problème interne, ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Et ils vont même prendre des photos, ils vont même donner des éloges à quelqu'un qui t'a tué nos frères. Vous voyez d'où vient le problème. Donc, si nous continuons avec cette lâcheté, eh bien, nous ne sortirons pas de cette misère, de cette catastrophe, comme c'était le cas des Sud-Africains, comme c'était le cas avec d'autres pays, qui ont aussi reconnu les agresseurs, qui ont même dit, bon, écoutez, essayons d'avoir un accord avec ces agresseurs et traitons directement avec eux. Je vous ai donné le cas du Japon, je vous ai donné le cas de l'Allemagne. Moi, ce que j'aime de notre président, c'est le fait qu'il donne d'abord la chance aux autres de faire preuve de bonne volonté. Il l'a fait avec l'Église catholique. Bon, nous avions entendu comment Jean-Pierre Mbemba avait dévoilé combien de millions chaque diocèse avait reçu du président. Si ce n'était grâce à Mbemba, il nous aurait caché ça. Vous voyez? Bon, malgré ça, qu'est-ce que cela a changé? Parce que les mêmes prêtres aujourd'hui, même cet accord qui est vital pour nous, pour sauver le pays, ils sont contre cet accord. Mais ça, c'est le cancer dans ce pays ici. Vous avez des leaders qui, à ce point où le bienfait qui est proposé pour leur pays, nous ne pouvons pas, nous, de nous-mêmes, exploiter les mines. Nous avons besoin d'investissements étrangers. Alors, vous voyez des gens qui s'alignent comme ça. Donc, ils ont préféré continuer avec le schéma de Kagame, qui pillait le pays. Et le schéma où vous avez eu la Gécamine qui a été bradée, vendue au privé comme Katumbi et où Kabila s'est aussi approprié. Donc, ils ont préféré ça. Et ils n'ont jamais dénoncé ça. Ils n'ont jamais dénoncé ça. Non plus, ils n'ont pas dénoncé Kagame. Mais ils vont dénoncer un accord qui va faciliter à ce que nous ayons des investissements directs qui vont bénéficier le peuple congolais. Ils préfèrent des personnes qui sont soutenues par nos agresseurs. Ils préfèrent être du côté du système qui soutient les agresseurs. Mais tant que, vous savez, j'étais à Kinshasa, monsieur Victor, j'ai dit, il n'y a que la vérité. Dans la démarche de mon organisation Mouvement Congo Paradis,
Je parle de la vérité. Vous savez, la vérité, il y a la vérité de la réalité de la vie de chaque jour, mais il y a aussi la vérité divine. OK? Bon, alors, dans la vérité divine, il y a quand même des règles et des lois qu'il faut suivre. Vous voyez? Donc, la vérité divine, là, il n'y a pas de compromis. Ou vous faites quelque chose qui est bien et vous allez récolter ça. Vous faites le mal, vous récoltez le fruit de la même nature. Bon, si c'est comme ça, vous ne pouvez pas espérer des gens qui continuent à soutenir les agresseurs et espérer obtenir des bons résultats. Non. Et vous voulez que ceux qui sont dans une bonne démarche, vous voulez qu'ils obtiennent de mauvais résultats. Et vous voulez qu'ils échouent. Donc, c'est clair que les prêtres ici ne veulent pas que cet accord réussisse. Et il y a des gens dans l'opposition qui ne veulent pas que cet accord réussisse. Okay. Mais qu'est-ce que vous voulez alors? Je vais vous donner des cas spécifiques. Ouais. Vous avez le gouvernement qui décide de la gratuité de l'enseignement. Qui sont les premiers à s'opposer contre ça? Il faut bénéficier du peuple. J'ai donné un cas ici. J'ai dit, voilà, on bénéficie le peuple. On dit que bon, voilà, aujourd'hui, même les femmes qui vont à la maternité, elles doivent être, ça doit être gratuit, la maternité gratuite. Bon, vous voulez qu'on parle de quoi? Ça, ce sont des faits. On commence quelque part. Et il y a quand même un paquet. Ça n'a jamais été fait dans notre pays. Il y a beaucoup aujourd'hui qui a été fait. Vous allez à l'université. Combien d'universités ont été construites dans ce laps de temps, dans 6 ans, 7 ans? On a construit l'université à Kananga, à Mbujima, on a construit l'université à Ituri, on a construit l'université, je sais pas, à l'Équateur, on a construit beaucoup d'universités. Combien d'aéroports sont construits? Ça bénéficie à qui? Ben, le pays là-bas, c'est comme un continent. Donc, les effets là-bas, ça ne va pas se ressentir immédiatement parce que le pays est grand. On fait des routes comme jamais ça n'a jamais été fait. Je vous ai dit ici que nous devons identifier aussi les problèmes et petit à petit y trouver des remèdes. Et je pense que le gouvernement a montré sa bonne foi. D'abord en punissant les auteurs de ces crimes économiques. Je vous ai donné les cas ici, j'ai dit, c'est la première fois que vous voyez un ministre en fonction et qui était même directeur du cabinet de prison. Être mis en prison. Récompensé. Être mis en prison. Il sort de la prison et redevient de toute façon, s'il a été blanchi, mais au moins il est parti en prison. Qu'est-ce que l'État a gagné? C'est une démarcation, ça. L'État n'a rien gagné. C'est une démarcation. Cela ne s'est pas fait avant. Donc, vous avez M. Moutamba qui est en prison aujourd'hui. Vous avez des généraux qui ont été arrêtés. Dernièrement, vous avez le cas de Tshibangou qui a, je ne sais pas, escroqué quelqu'un. Le général Tshibangou, il a escroqué quelqu'un. Mais ce monsieur a été arrêté. Vous voyez? Et même quand on arrête des gens qui mettent en danger la sécurité de l'État, au lieu de féliciter l'État et l'encourager pour renforcer notre sécurité, l'opposition se met dans l'autre camp pour accuser les actes qui sont... Moi, je n'aime pas être si pessimiste et négatif par rapport à notre pays. Nous avons vu les 5 chantiers de Kabila. On en a parlé. Il n'y a jamais eu de nouveaux trains. Il n'y a jamais eu de nouvelles voies ferrées. Rien. Bon, il n'y a pas longtemps, nous tous, nous avons assisté à l'inauguration du chemin Kinshasa-Matadi. Bon, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas constater les petits efforts qui se font dans un climat de guerre? Si nous pouvons obtenir la paix partout au pays, sûrement de telles actions vont se multiplier. C'est pourquoi moi je salue cet accord. Je dis, bon, on commence quelque part. Ça fait 30 ans qu'on souffre de cette guerre. Cette guerre a dévié les moyens que le gouvernement pouvait mettre à la disposition du peuple pour développer l'infrastructure. Si aujourd'hui nous pouvons assainir ces moyens et faire bénéficier la population, donc nous avons gagné quelque chose. Nous commençons quelque part, parce que si nous pouvons mettre fin à cette guerre, c'est vraiment une étape décisive pour notre pays. Pourquoi vous ne voulez pas? C'est ça la mauvaise foi que l'opposition a.
L'opposition préfère aller faire alliance aux ennemis qui sont en train de piller notre pays, au lieu de féliciter, encourager et soutenir les actions qui sont faites chez nous et qui ont donné des résultats, malgré petits. Ils ne font pas ça. Encore, au lieu de participer dans cet effort, ils font tout pour bloquer, pour faire échouer ces efforts-là. Comment est-ce que vous voulez qu'on puisse progresser dans ce sens-là? Dans un sens positif. Et maintenant, au lieu de contribuer à soutenir cet investissement massif qui vient des Américains, ils veulent, avant même que ça soit mis en application, ils sont contre ça. Le gouvernement a fait plus de choses aujourd'hui. Vous avez parlé de boom minier avec Kabila, mais ça nous a profité encore. Ils ont construit de nouvelles routes, ils ont construit de nouveaux aéroports, pas du tout. Et est-ce qu'ils ont construit de nouvelles universités? Pas du tout. Mais alors, avec les petits moyens ici que nous avons avec Félix, sans même avant l'accord, nous avons des universités qui ont été construites. Nous avons des hôpitaux qui ont été réhabilités et construits. Nous avons les militaires, on leur a donné, malgré l'infiltration dans l'armée, la désorganisation, mais les militaires ont plus de moyens qu'ils n'avaient du temps de Kabila. La gratuité de l'éducation. Nous avons la maternité, la gratuité. Donc, constatons les peu qu'on a réalisés et ayons l'espoir, encourageons le gouvernement à faire mieux. Parce que si nous continuons avec cette volonté de créer l'anarchie et de faire échouer les projets, mais nous n'aurons que nous-mêmes à plaindre. Donc le problème, ce n'est pas le gouvernement tel que nous l'accusons, c'est-à-dire l'opposition elle-même fait partie du problème. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'opposition fait allégeance au système qui est en train de nous faire la guerre. L'opposition fait allégeance au système qui crée le chaos. L'opposition fait allégeance au système qui encourage la corruption. Parce que quand on met la main sur les gens qui ont été impliqués dans la corruption, l'opposition est contre ça. Et ils sont prêts, le cas de Matata Tamponyo et tant d'autres, ils sont prêts à dénoncer la justice. Donc ils ne veulent pas que la justice travaille pour pouvoir assainir la gestion. Donc, nous devons mettre fin à cette hypocrisie-là. Monsieur Victor, pour moi, pour conclure, je dirais que l'accord ici, c'est vraiment historique pour nous. C'est une grande opportunité. Vaincu à la guerre, mais qui, après la guerre, même après avoir été occupés par les agresseurs, ceux qui ont gagné la guerre, ils ont émergé. Je ne parle pas ici du Rwanda, mais je parle des États-Unis qui ont financé et soutenu le Rwanda. Et je parle aussi des pays européens, des Occidentaux en général, qui ont continué à financer et soutenir Kagame. Il est possible de composer avec eux pour émerger en tant que grande puissance économique. Moi, je dis que c'est une chance pour nous. Et quel conseil pour C'est une chance pour nous. Je pense que moi, je conseillerais au président, je suis membre de l'UDPS, ok. Je pense que mon constat, c'est qu'il faut mobiliser la population. Il faut mobiliser le pouvoir populaire et l'impliquer dans la gestion et le développement du pays. Je pense que jusque-là, l'élite a pris un peu notre population en otage, a paralysé les énergies et le pouvoir de développer ce peuple, ce pouvoir de développer ce pays, ce pouvoir qui ne peut émaner que de la population de notre peuple. Donc, si nous pouvons redynamiser, redonner l'espoir et la confiance à notre peuple, en s'occupant en les mobilisant, en les conscientisant et en les engageant dans cette lutte, pas seulement mais dans cette guerre, non seulement au plan sécuritaire, mais dans l'engagement pour le développement. Je pense que au-delà seulement des minéraux, nous avons un potentiel humain capable de changer les défis et d'affronter les défis à venir pour notre pays.
Et là, il nous faut que cette redynamisation, le président puisse s'y mettre et qu'il puisse être soutenu et aidé par des personnes qui comprennent le besoin là et qui identifient ça comme un besoin pour la relance du pays. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de mobilisation de la population. Il y a l'éducation. Vous voyez, l'éducation, c'est vraiment la clé. Si nous pouvons investir beaucoup dans l'éducation et la conscientisation et mobilisation des peuples pour qu'ils puissent s'impliquer et s'approprier de ce projet de développement. C'est par là que nous mettons terme à notre conversation avec M. Prino Tumpa. Et on aura encore un prochain numéro encore qui sera encore relancé un autre jour, qui sera encore défini. C'était une joie. Merci beaucoup, M. Victor. Je profite de l'occasion pour vous présenter les meilleurs vœux de Noël et de bonne année. Wow, merci beaucoup. Merci beaucoup.